dernier lauréate d'ailleurs précisément de cette matinée. Cette fois-ci, on quitte l'Afrique pour les steppes de Mongolie, d'où nous arrive Ranta Kansouren. Elle va nous rejoindre, on peut l'applaudir. Elle est dermatologue, chercheuse à l'Université des sciences de la santé de Mongolie. Avec toute la beauté de cet habit mongol qui nous arrive aujourd'hui et que vous portez. La Mongolie, pays 3 fois plus grand que la France, mais avec à peine 3 millions d'habitants, soit la plus petite densité d'habitants au monde, 3 habitants au kilomètre carré. Ça laisse de la place, ça limite des problèmes de voisinage aussi, mais ça fait également des populations qui sont parfois éloignées des services de soins, notamment des services spécialisés comme la dermatologie, d'où la volonté donc de développer un service de dermatologie. Vous allez nous le présenter, docteur. En quoi est-ce qu'il était important à vos yeux, ce service? Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui avec vous. Et je voudrais présenter justement la finalité première de ce système de santé, c'est justement un système de soins qui soit accessible, qui soit de qualité pour tous. Donc, le projet, c'est justement proposer des services de santé spécialisés en dermatologie pour les différentes communautés rurales, et ceci en utilisant les réseaux, donc Internet, 3G ou 4G, le téléphone portable et également une application Derma spécifique donc, que je vais vous expliquer maintenant. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour nous de développer ce genre d'application au Mongolie? Je crois que notre modérateur a déjà expliqué que la Mongolie est un pays qui est un des pays les plus grands dans le monde. Vous voyez que c'est un pays qui n'est pas très densément peuplé, mais nous avons également un climat extrême, et vous le voyez, des saisons très marquées, ce qui veut dire que nous avons donc ces 4 saisons qui sont marquées. Alors, moins 40 en hiver, et quand il fait très chaud, eh bien, ça peut être parfois plus 30 et même plus en été. Nous avons également un système de transport et une infrastructure routière qui sont relativement peu développées, qu'il s'agisse des aéroports ou des transports ferroviaires. Donc, il y a beaucoup de régions qui ne sont pas accessibles facilement. Et généralement, les seules façons de pouvoir se rendre dans ces régions, c'est soit par le train, quand il y a le train. Voici un petit peu le réseau 4G. Et au cours de la dernière année, les télécommunications se sont beaucoup améliorées. Et ceci a été d'ailleurs une opportunité pour nous d'étendre ces services de santé à toute notre population. À l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre en place ce projet dans la plupart de ces communautés rurales. Et ce projet, c'est une application Derma avec un programme qui a été mis au point par des ingénieurs des télécommunications. Ça permet de connecter les patients à 3 services différents, 3 services médicaux différents. Alors, tout d'abord, il y a ce que l'on appelle les docteurs dans les villages éloignés qui ont un téléphone portable comme celui-ci avec cette application Derma. Et lorsque il y a des patients qui ont des problèmes dermatologiques, ces médecins peuvent à ce moment-là utiliser cette application et donc collecter toute l'information ou les données dont ils ont besoin, faire des images, également des photos de la zone, par exemple, d'éruption ou des problèmes particuliers de peau qu'ont nos patients et les envoyer aux dermatologues, donc au niveau de la province. Et lorsqu'il reçoit cette information, il va faire un premier diagnostic, il va proposer un plan de traitement qui seront tous les 2 renvoyés donc à ce docteur du village.
Et au cas où ce dermatologue de deuxième niveau ne peut pas résoudre le problème et répondre à ces questions, il va envoyer cette information à un dermatologue qui travaille dans un hôpital de grande ville ou de la capitale, qui sont des dermatologues qui prendront à ce moment-là la décision et qui enverront l'information à la fois et le diagnostic, plus les préconisations aux docteurs des deux premiers niveaux, c'est-à-dire docteurs de village et docteurs au niveau de la province. Voici un petit peu le contenu de cette application. Premier élément important, c'est les différents codes couleurs. C'est d'abord le docteur du village qui peut enregistrer un patient. À ce moment-là, il va cliquer sur le bouton rouge et donc répondre à un certain nombre de questions. Il y a un questionnaire auquel vous pouvez accéder. Il y a à peu près 9 questions dans ce questionnaire. Ensuite, il faut qu'il prenne des photos qu'il va ensuite envoyer au dermatologue de la province. Alors, en bleu, vous voyez, il y a une autre touche bleue qui correspond à tous les cas enregistrés par le médecin de village. Et si vous pouvez ensuite choisir, grâce au lien que vous avez, le patient ou le cas, et sur l'écran, à ce moment-là, vous verrez qu'il y a 2 cas d'information concernant ce patient que vous avez choisi. Tout d'abord, l'information qui a été recueillie par le docteur du village, et ensuite, la réponse, les préconisations, le diagnostic envoyé par le dermatologue de province. Alors, normalement, c'est en mongolien, en russe et en anglais. Ce sont les 3 langues pour lesquelles que nous avons prévues pour cette application. Vous voyez également qu'il peut y avoir des recommandations, des préconisations. Encore une fois, les 3 langues sont utilisées. Je vous passe maintenant les résultats concernant ce projet. Nous avons plus de 4000 cas qui ont été enregistrés, ceci à la fin du mois de mai 2019. Et vous voyez qu'il y a un diagnostic pour ces cas. Et vous voyez, selon les couleurs ici, à quel niveau se sont établis les diagnostics et se sont faites les préconisations. Vous en avez au niveau de médecins ruraux, mais également au niveau du médecin de province. Venons-en maintenant à la couverture de ce projet, c'est-à-dire 70% donc des services administratifs sont concernés. C'est en vert. Donc vous voyez qu'il y a une grande partie du territoire pour lequel nous avons assuré une couverture avec ce projet. Quels sont nos objectifs? Eh bien, nos objectifs, c'est de pouvoir assurer cette couverture dans les territoires qui restent, avoir une couverture assurée à 100%, également proposer une activité de recherche et de formation pour que l'on puisse mieux maîtriser ce système de données, également intégrer toute cette information dans un système de données national et également peut-être appliquer ce système dans d'autres pays. Présentation pour vous qui êtes venus de si loin. D'ailleurs, pour vous qui venez pour la première fois à cet observatoire de l'e-santé dans les pays du Sud, même si la Mongolie, on l'a bien vu, c'est pas très au sud, quel est votre sentiment de vous retrouver aujourd'hui avec des confrères indiens, philippins, de différents pays d'Afrique qui ont les mêmes problèmes que vous et qui essaient aussi d'avancer dans le développement d'applications ou de solutions innovantes? Quel est votre sentiment ce matin? I'm very happy. Eh bien, je dois dire d'abord que je suis très contente d'être là, très contente d'être ici, parce que je crois que c'est une merveilleuse opportunité de vous parler de la Mongolie et également de notre projet, et ensuite peut-être également agrandir mon réseau. Recevoir ce prix tout à l'heure de 2019 de la Fondation Pierre Fabre, qu'est-ce que vous attendez de ce prix? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter, notamment dans votre pays?
Que vous allez recevoir ce prix de l'Observatoire 2019. Qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce qui peut vous apporter? Of course, one of my future Alors, goal je is crois complete. que donc ça me permettra de montrer à quel point nous avons choisi la bonne voie chez nous. Question de dermato en Mongolie. Puis pour terminer, il faut quand même noter que ce prix a eu les honneurs de la télévision mongole, s'il vous plaît, du journal de soir, parce que vous savez que la Fondation, pour bien vérifier quand même l'utilisation concrète, la réalité des différents prix, différentes solutions, applications, envoie des enquêteurs sur place qui vérifient, qui font des enquêtes et qui voient comment les solutions sont utilisées. Donc là, c'est Samir de Startup Bricks, qui est un de nos enquêteurs et qui s'est rendu en Mongolie justement, enquêter sur cette solution de télédermatologie. Et voilà qu'il est passé au journal du soir à 20h. On s'en regarde un petit extrait quand même pour la forme. Заавал аймаг болон нийслэлийг зорих шаардлагагүй болжээ. Өнөөдрийн байдлаар 14 аймгийн иргэд ухаалаг гар утсаа ашиглан эмч мэргэжилтнүүдээс анхан шатны тусламж зөвлөгөө авч байна. Манай сан арьсны өвчнийг эмчлэхдээ шинэ технологи нэвтрүүлж байгаа улс орн. Alors, je suis effectivement le consultant Pierre Fabre qui s'occupe justement de voir comment fonctionnent ces applications. Өөр 6 орны төсөлтэй харьцуулж эцсийн дүнгээ гаргах болно. Et on peut applaudir, c'est pas tous les jours qu'on parle de Pierre Fabre jusqu'à la télé mongole et son journal du soir. Voilà, félicitations à donc nos 3 premiers lauréats de la journée. Là aussi, je suppose, il y a pas mal de questions qui doivent apparaître dans la salle et chez nos internautes, éventuellement par les campus que l'on a en duplex. Il y a le micro qui est prêt à circuler à nouveau. Vous pouvez le saisir. On a déjà, en attendant les premières questions, des questions d'internautes qui apparaissent et qui sont là aussi très, très intéressantes. Question de Maïga au Burkina Faso qui nous regarde. Alors, on salue tous ceux qui nous regardent au Burkina aujourd'hui. Quels sont les apports de la e-santé concernant l'amélioration de la qualité des données de santé et qu'en est-il des données qui seront hébergées sur des serveurs étrangers loin des pays concernés? Question qu'on a abordée tout à l'heure et qui est cruciale. Pour Afia Data, par exemple, les données, où est-ce qu'elles sont hébergées? Est-ce qu'elles sont hébergées en Tanzanie ou est-ce qu'elles sont hébergées à l'étranger, Esron? Voilà, Esron tout d'abord, et puis ensuite je poserai la question à Mohamed. Yeah, thank you for the Alors, cette plateforme à laquelle vous faites référence, qui se trouve aujourd'hui dans mon université, mais c'est tout simplement provisoire parce que nous avons évidemment un partenariat, un accord avec les différents ministères de mon pays concernant la santé animale, l'agriculture et la santé. Donc, ce n'est que provisoire. Mais je crois que c'est très important pour nous, effectivement, d'avoir ce système chez nous parce que c'est très important de pouvoir avoir accès à ces données parce qu'il, comme vous le savez, il y a des questions extrêmement urgentes à régler. Je ne vois pas pourquoi on devrait collecter des données qui ne seraient pas utilisées par nos institutions. Donc, nous voulons utiliser ces données, nous utilisons des outils de collecte de données à tous les niveaux et nous essayons de montrer quel est le lien entre ces données et ce que nous pouvons faire ailleurs. Hébergement des data. Yeah, so I'd like to Bon, alors je voudrais peut-être réfléchir un petit peu à certains éléments que vous avez mis en avant, c'est-à-dire la qualité des données. Couche Baby, par exemple, je crois que c'est très important de voir l'intervention des professionnels de la santé, mais je crois que les professionnels de santé doivent se rendre compte justement qu'il est important de trouver les bonnes données et il y a une coordination entre les différents niveaux que je vous ai cités. Alors, plus de 60 ou 70% de ces données ont été analysées et nous savons à quel niveau il faut intervenir.
Et nous savons également s'il faut corriger certains deltas ou certains biais. Et ça fait partie justement de notre travail, ça fait partie d'ailleurs de notre programme en ce qui concerne l'assurance qualité des données, parce que ça c'est essentiel. Maintenant, en ce qui concerne la gestion des données, eh bien, le travailleur de santé doit pouvoir accéder à ces données et être sûr que si les données ne sont pas accessibles, comprendre pourquoi et être capable de réagir très vite. Donc, la vérification de la qualité des données implique que dans le dernier niveau, dont je vous ai parlé ce matin, il y a une vérification de la qualité des données. Sur les données, on voit beaucoup de questions des internautes qui arrivent sur les données, la confidentialité, une question de SOC. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est un pseudonyme, en tout cas un internaute qui nous regarde et qui nous pose deux questions précises. Tout d'abord, est-ce que les systèmes d'information utilisés prennent en compte le droit à l'oubli? Ici, c'est très important, right to be forgotten. Et lorsque les patients demandent la suppression de leurs données, est-ce qu'ils ont le contrôle pour pouvoir eux-mêmes supprimer leurs données médicales? La première question est sur le droit à l'oubli. Est-ce que je peux vous demander, vous, à Cushy Baby, de supprimer toutes mes données? Et la seconde question, hors du droit à l'oubli d'ailleurs, est-ce que je peux avoir accès à mes données et les supprimer? Bon, alors j'ai compris votre question, effectivement. Alors effectivement, à Cushy Baby, on va avoir donc toutes ces données qui permettent aux professionnels de la santé d'intervenir, on l'a bien dit. Mais ce sont les personnes qui ne sont pas forcément concernées par ce qui va se passer par la suite. Mais n'oublions pas que nos patients, effectivement, peuvent accéder à leurs données grâce à leur téléphone portable et nous avons effectivement prévu, grâce à nos ingénieurs et à nos gestionnaires de données et les travailleurs de santé, ce que l'on peut faire de ces données. Et donc, il peut y avoir effectivement des suppressions de données si nécessaire. Mais n'oublions pas justement que les premiers concernés, ce sont les patients, effectivement, mais ce sont des initiatives qui sont possibles. Le ministère, par exemple, a parlé du droit d'oublier effectivement ces données, de les supprimer. Donc nous faisons ce que nous pouvons dans ce sens. Mais il faut qu'il y ait un consentement déjà au départ de la part du patient et les différents travailleurs de la santé pour savoir ce qui va se passer ensuite avec ces données, bien évidemment. Et si vous envoyez ces données, et elles sont anonymes déjà d'entrée de jeu, elles sont cryptées éventuellement, donc la confidentialité est vraiment l'enjeu principal. D'autres questions de la part de la salle? Est-ce que le micro a circulé un petit peu sur les, voilà, en face ici, sur les trois lauréats de ce matin? Voilà. Thank you very much. I'm Boon Chai from Merci, je suis Boon Chai. Information Network. Congratulations and Et very donc, impressive. j'ai été très impressionné par le projet Cushy Baby et ma question concerne justement l'équipement, enfin les outils et les infrastructures que vous avez. J'ai vu que vous pouviez utiliser ce petit collier avec cette petite, ce petit chip. Donc, maintenant, comment est-ce que ça marche techniquement? Parce que, par exemple, comment vous faites pour ces tablettes? C'est des tablettes que vous pouvez trouver n'importe où ou c'est des tablettes spécifiquement conçues? Parce qu'il y a deux parties, si j'ai bien compris. Une qui permet d'imprimer, une autre qui permet donc d'avoir un capteur sur le terrain. Alors, je vais répondre en ce qui concerne l'équipement technique. Nous travaillons actuellement en Inde et il y a justement des tablettes qui sont personnalisées. Il y a des établissements commerciaux qui les proposent. Nous avons également une entreprise française qui nous pourvoit avec ces tablettes qui sont utilisées uniquement pour cela. Ça, ce sont par exemple ce qu'on appelle les premium quality tablets, c'est-à-dire des tablettes de grande qualité, mais elles sont chères. Mais il faudrait avoir des tablettes qui soient plus accessibles, moins onéreuses,
effectivement pour nos utilisateurs en Inde. Si on regarde maintenant l'échelle des coûts, on a un périphérique qui peut être donc connecté à Bluetooth et qui peut nous permettre une connectivité. Et ça, au niveau de l'échelle, c'est très intéressant également au niveau du prix. Une autre question, peut-être, pour vous deux. Donc, j'ai entendu dire que le projet concernant l'identité numérique a beaucoup de succès en Inde. Alors, comment faites-vous au niveau de la biométrie, de l'aspect biométrique de ce système? Alors, évidemment, il faut que nous puissions avoir une bonne connectivité et par conséquent, nous allons collecter l'information ensuite qui va être imprimée sur un fichier, qui va être contenu dans un fichier. Il faut que ces données soient cohérentes. Ensuite, le Cushy Baby travaille offline. Donc, vous avez besoin d'avoir une authentification de la part du serveur, mais pas toujours. Par exemple, vous pouvez avoir une authentification en temps réel parce que généralement, vous avez tout est prévu sur votre dossier de façon à ce que vous soyez sûr que personne d'autre ne va avoir accès à ces données. Donc, il peut y avoir une authentification en temps réel. Ça, nous l'avons mis en place. C'est quelque chose qui est assez courant et qui est généralement prévu avec le serveur central. Alors, nous utilisons des composantes qui sont personnalisées. Nous avons tous ces modules qui sont connectés, qui sont disponibles très facilement. Et comme nous l'avons déjà dit, tout ça, ça travaille offline. Parce que lorsque le patient a mis son empreinte, nous pouvons voir si le patient est vraiment venu, l'écran va devenir vert. Donc, c'est une authentification. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les données que nous avons? Évidemment, il faut tenir compte de la confidentialité des données, mais notre système peut être intégré à d'autres niveaux. Il peut y avoir une bonne connectivité, mais pour le moment, nous n'avons pas encore le feu vert de certains de nos patients pour le faire. Donc, c'est-à-dire que nous avons des données qui peuvent être pas enregistrées au niveau des réseaux nationaux ou des archives nationales parce que le patient ne donne pas forcément son autorisation et nous ne le faisons pas s'ils ne le veulent pas, bien évidemment. D'autres questions, d'autres remarques? La salle, voilà. Il y a des bras qui se lèvent, voilà, ici, et puis un bras de l'autre côté ensuite, Léa. Merci beaucoup. Je voudrais surtout féliciter ma consoeur, le professeur Bayamba de Mongolie, pour cette belle initiative. Et ce qui est intéressant et fascinant, c'est de voir qu'au-delà des frontières, les problèmes dermatologiques restent les mêmes parce que nous partageons les mêmes problèmes et les mêmes solutions. Et je voudrais simplement dire bravo et félicitations à elle et merci à la Fondation. C'est justement, je fais le lien, presque nous dit Ousmane Faye, avec une autre question qui nous arrive d'une internaute, Anne-Marie, qui nous dit: est-ce que les politiques des organismes comme l'OMS ne devraient pas permettre de faire bénéficier à d'autres l'expérience des projets existants comme Cushy Baby ou encore c'est autre problème, KEA Médical au Bénin, My Healthline au Mali, ou alors est-ce que chaque pays est condamné à développer sa propre solution? Je demande peut-être au docteur Hanta tout d'abord, pourquoi avoir développé votre propre solution alors que c'est vrai qu'au Mali, on a depuis longtemps des solutions de télédermatologie qui fonctionnent bien. Oui, j'ai vu justement ces différents projets et les applications qui existent, mais je préfère que nous ayons une application qui soit spécifique. Eh bien, bien sûr, cette application est en mongole, elle est facile à utiliser, elle est conviviale, elle est facile à installer, elle est facile également à télécharger. C'est pour ça que j'ai voulu mettre au point cette application très spécifique. Je voudrais également dire qu'en tant que dermatologue, j'ai beaucoup d'années d'expérience et que par conséquent, il est important pour moi d'aider les communautés qui vivent dans des régions éloignées, qui souffrent de pathologies dermatologiques, mais qui n'ont pas accès à des services dermatologiques. C'est pour ça que j'ai voulu mettre au point cette application très spécifique.
Votre voisin à Esron, effectivement, est-ce que c'est pas au niveau de l'OMS, l'organisation internationale, de favoriser la reproduction de certaines applications d'un pays à l'autre? Yeah, absolutely. Alors, tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est également ce que nous voudrions. Nous voudrions que l'OMS nous aide parce que nous avons des applications, des systèmes qui sont prêts à être utilisés, qui sont d'ailleurs sur la plateforme Google et nous allons les utiliser pour d'autres pays. Donc, nous voudrions effectivement continuer à le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes de source ouverte, des open source. Et donc, il suffit que vous sachiez justement comment maîtriser ces technologies et d'avoir le code pour continuer à utiliser cette application. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs actuellement. Nous sommes en train de discuter avec des collègues d'Asie et du sud-ouest d'Asie pour justement utiliser ces données et étendre cette application à d'autres régions, d'autres pays qui pourraient être utilisés. Mais je parle aussi d'autres pays, bien sûr. Qui se levaient ici dans la salle. Et puis je rappelle aux internautes, vous pouvez toujours nous adresser vos remarques, mais faites très très vite pour qu'on les reçoive en temps et en heure. Ok, merci bien. Mais moi, j'ai une question pour la solution des dermatologies en Mongolie. Et je voudrais savoir, je pense que ce sont des données à caractère individuel. Et sachant bien que, comme ce que vous avez dit, on a 3 habitants au kilomètre carré, cela suppose que la population n'est pas très énorme, même si la superficie du pays est très grande. Maintenant, ma question est de savoir comment la confidentialité est assurée, notamment comme ce sont des données à caractère individuel, les données qui sont collectées pour éviter que les gestionnaires des données ne puissent pas identifier de manière précise les cas cliniques qui sont remontés, sachant que la population n'est pas très élevée. Comment ils arrivent à assurer la confidentialité des données dans ce cas précis? Merci. Okay, thank you for the question. Merci beaucoup pour cette question concernant la confidentialité. It's a secure community. C'est une communauté qui bénéficie, alors je dirais que, pour le dire autrement, que nous avons une grande fiabilité, une grande sécurité en ce qui concerne les liens établis entre les différents professionnels de santé. N'oublions pas que, évidemment, ils ont eu une formation lorsqu'ils étaient internes ou même ils ont eu une formation professionnelle spécifique pour savoir comment utiliser le système, l'application. Donc, et ce sont des dermatologues qui sont spécialisés. Les autorités locales n'ont pas accès direct aux données envoyées entre un médecin et un spécialiste en dermatologie. Oui, effectivement. Ce ne sont que les docteurs qui sont impliqués, qui vont pouvoir télécharger l'information et l'utiliser. Effectivement, tous les docteurs de village peuvent utiliser les données et ont accès au passeport des patients, mais pas tout le monde ne peut y avoir accès, bien évidemment, pour utiliser cette application. Vous apportez un micro, ou s'il peut basculer, voilà, il arrive, il apporte le micro tout de suite. Merci beaucoup et encore félicitations à tous les lauréats 2019. Et c'est l'occasion vraiment de féliciter la Fondation Pierre Fabre, dont c'est le 20e anniversaire, et de lui demander d'ajouter une mission à celles qui sont déjà existantes, c'est-à-dire de favoriser l'échange, le partenariat entre ces initiatives locales, mais à l'intérieur des pays du Sud. Ce serait vraiment une belle occasion de privilégier le partenariat Sud-Sud et surtout de promouvoir ces belles initiatives locales. Encore une fois, bravo aux lauréats. Merci de cette remarque, Madame Anthuet.